Donc, on a 2 questions, 10 minutes par question. Ouais, la première question ou le premier sujet, c'est la complexité du processus d'analyse des besoins en formation. Alors, si je dois développer un petit peu plus la question, c'est lorsque tu, entres dans une salle de formation, tu es le formateur, tu as ton public. J'ai l'impression qu'il y a toujours une phase fondamentale d'analyse des besoins. Même si on t'a plus ou moins balayé les besoins, j'ai l'impression qu'il y a quand même une phase où il faut reprendre la température auprès des participants et savoir ce qu'ils souhaitent réellement. Et donc, l'idée que j'ai, c'est que cette étape, elle est fondamentale, mais pour autant, elle est très complexe. Alors, est-ce que tu pourrais dire quelques mots là-dessus, ou réagir déjà? Ouais, ouais, ouais. Heu, je crois que ça nécessite de définir, déjà au moins trois concepts autour de ça, quoi, qui seraient la base pour pouvoir, cerner un peu de quoi on parle. La question des besoins, je la différencierais, dans un premier temps de la question de la demande. Et donc, si tu rentres dans ta salle, la demande, c'est qui? Donc, tu peux avoir une demande qui est de l'ordre, à mon sens, programmatique. Donc, tu es formateur, tu rentres dans ta salle et on t'a dit: «Tu as le cours 2». Et donc le cours 2, il se définit par une thématique, il se définit par, des enjeux d'évaluation, qui vont traduire les apprentissages. Donc ça serait ce serait le 1 concept qui serait vraiment la demande au sens, programmatique, institutionnel, peut-être axiologique s'il y a une définition des visées et que c'est pas le programme qui fait sens, mais c'est plutôt l'objectif. Donc ça serait c'est la première chose. La deuxième, c'est la question de la demande, mais cette fois des usagers. C'est-à-dire qu'un étudiant qui est face à toi, c'est pas certain du tout que sa demande croise celle de l'institution. Par exemple, si tu as une visée de développement de compétences, eh bien, il me semble que cette vision de la compétence comme étant dans un cadre de définition d'un programme n'est peut-être pas du tout la même que celle que va se reconstruire l'étudiant s'il est en alternance. C'est-à-dire qu'il est sur le terrain, lui, et puis il est face à un patron, et le patron, il veut tel type de compétence. Et puis en cours, il y a une compétence théorique, et puis là, lui, il veut de la compétence en acte, quoi. Donc cette sorte de dichotomie, elle peut faire aussi, à mon sens, qu'il y ait une demande qui puisse être différente. Et la dernière chose, c'est la question du besoin. Et là, le besoin, à mon sens, il faut aussi le définir en deux étapes. Donc, j'ai dit qu'il y avait trois. En réalité, je pense qu'il y a quatre niveaux qu'on pourrait peut-être aller sonder. Il y a le besoin qui serait celui en lien avec le contenu. Et donc là, je dirais que c'est un besoin qui est de l'ordre de l'apprentissage final et de la didactique. Apprentissage final, c'est-à-dire ce que je dois être capable de savoir faire à la fin, et didactique, ce dont j'ai besoin moi pour arriver à ce niveau d'apprentissage final. C'est-à-dire quel est le niveau d'accessibilité qu'il va falloir qu'il y ait dans l'interaction avec l'enseignant, le formateur, pour que moi je puisse accéder à ça. Donc ça, c'est le besoin. Et puis, il y a sûrement le besoin d'ordre didactique, on va dire, en lien avec le contenu. Et puis, il y a sûrement une autre couche de besoin. Celle-là, elle est, à mon sens, parfois négligée, mais parce qu'elle est beaucoup plus fine, c'est la question des besoins qui sont pas en lien avec l'aspect didactique, mais qui vont être en lien avec plutôt ce qu'on pourrait dire l'enrobage pédagogique, c'est-à-dire finalement moi dans le cours. Est-ce que j'ai besoin qu'on baisse le rideau là pour qu'il n'y ait pas un contre-jour comme il y a derrière moi, pour que je puisse voir le PowerPoint? Ça, c'est un vrai besoin. Ça, c'est un vrai besoin de l'étudiant. Mais là, je l'ai donné avec un exemple hyper concret. Mais je pourrais te donner un autre exemple qui serait beaucoup plus abstrait, qui est de dire, ben, c'est quoi le besoin, par exemple, de sécurité de l'espace d'échange pour que je m'autorise à poser une question au prof. Hmm. Et là, tu as deux niveaux. Voilà, donc il y a deux niveaux de demande, la demande de l'étudiant, la demande de l'institution. On pourrait mettre peut-être même la demande de l'enseignant, qui est parfois au milieu, qui est parfois un peu ailleurs d'ailleurs, hein. Hmm. Et puis le besoin de l'étudiant en lien directement avec les objets d'apprentissage, et puis son besoin général. Peut-être que le vendredi soir à 17h, ben son cours, c'est plus le même, quoi. Lui, il aurait besoin que le cours soit fun, indépendamment de l'objet. Et là, on pourrait du coup faire une cinquième catégorie, j'avais pas pensé à celle-là, mais qui va être le besoin de l'enseignant, quoi. Est-ce que l'enseignant, il est en fin de semaine et lui aussi, il a besoin d'un cours un peu plus fun pour se réveiller? Donc voilà, tu es parti de la question de prendre la température en termes de besoin du côté de celui qui va apprendre.
Ben, moi, je dirais que finalement, il y a un maillage entre besoin et demande qui est un peu plus compliqué et qui, du coup, crée. Alors, j'ai utilisé compliqué, volontairement. J'ai pas utilisé complexe. Peut-être qu'il est complexe, mais ça nécessiterait qu'on approfondisse le champ. Alors, justement, la distinction demande-besoin, ça c'est assez clair. Je vais peut-être essayer de synthétiser finalement. Moi, de ce que tu m'as dit, dans les besoins, je vois alors trois dimensions. La première, c'est ce que tu as dit, c'est finalement la destination. Que, pourquoi je suis là, c'est quoi l'objectif de ce cours, de monter en compétences, ok. Le besoin didactique, et je vais voir ça comme ou peut-être pédagogique, ou en tout cas non didactique, c'est le chemin. Finalement, quel chemin, qu'est-ce que je dois prendre comme chemin, de quoi ai-je besoin pour arriver à ma destination? Ouais. Ok. Et le troisième, qui serait peut-être pédagogique, dans lequel on pourrait en englober plein d'autres, c'est dans quel monde ou dans quel environnement je veux prendre le chemin qui m'amènera à destination. Peut-être que finalement, dans ma distinction, sentier et environnement sont liés, mais là, c'est comme ça que je fais la distinction. Et que dans... Vas-y. Ouais, là tu es dans le monde idéal. Moi, je dirais qu'il y a dans les besoins, et c'est pour ça que volontairement j'en ai pris 2, mais qui étaient peut-être trompeurs d'ailleurs. Je suis sûr qu'il y a des étudiants qui ont des besoins qui ne sont pas en lien avec le chemin de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a des configurations, des moments où, moi je me souviens, le dernier rang des amphis, ils n'avaient aucun sens à la présence dans mon cours. Leur besoin était d'être réassurés par rapport à l'inquiétude du monde actuel. Leur besoin était d'aller faire pipi, et ça n'avait aucun rapport avec l'apprentissage. Leur besoin, et donc en fait, il existait aussi des besoins qui n'étaient pas du tout orientés vers le chemin d'apprentissage. Et là, par contre, ça peut, à mon sens, rentrer un peu plus dans la question de la complexité par rapport notamment au dilemme, Hmm. c'est-à-dire les arbitrages qui seront la conséquence. Donc, je suis d'accord avec toute ta formulation. Juste, je dirais qu'il y a ces besoins qui sont parfois contradictoires avec les enjeux de l'espace institué. Eh bien, ça tombe bien parce que justement, dans les 3 minutes qui nous restent, je voulais amener ce sujet-là. C'est, enfin, 3 minutes pour cette première question. C'est est-ce que finalement, le formateur n'est pas amené très rapidement, très subtilement, à identifier un panel de besoins, parfois contradictoires, et essayer de réaliser un arbitrage. Et cet arbitrage, peut-être que ça va coûter à l'étudiant, peut-être que ça va lui coûter à lui, peut-être que ça va coûter à l'institution. Et quoi qu'il arrive, il va falloir qu'il prenne une décision. Et j'avais envie de mettre un coup de projecteur sur la complexité de cette prise de Ouais. décision. Ok, alors peut-être en différenciant le concept, enfin le concept ou la démarche finalement de formation de celle d'accompagnement, puisque l'accompagnateur est au service du projet de l'accompagné. C'est-à-dire qu'il va se mettre à côté de lui dans le cheminement qui se décide par l'accompagné, voire qui est co-construit. Et du coup, là, dans ce cadre-là, et c'est vraiment la question des types d'accompagnement qu'on produit. Par exemple, à Pôle emploi, France Travail, est-ce qu'on accompagne vers les métiers dans lesquels il y a du job, ou est-ce qu'on accompagne la personne vers sa nouvelle vocation de fleuriste? Puisque le président Macron avait dit qu'il suffisait de traverser la route pour aller trouver un job de fleuriste en face. Donc, je veux dire, je fais exprès de dire ça, quoi. L'accompagnement, c'est dans quelle mesure il y a une directivité ou non. Et donc, normalement, dans l'accompagnement, dans l'absolu, il n'y a pas de directivité du coup. Ce qui fait que c'est que les besoins en émergence, et on va être des accoucheurs, là, du besoin de l'autre, de façon à ce qu'il puisse construire en conscience et en responsabilité le chemin qu'il choisit par rapport aux besoins qu'il a identifiés. Ça, c'est l'accompagnement pur. Et on peut en faire, toi comme moi, on en fait certaines fois, notamment par exemple dans la construction d'un outil. Mais si cet outil est au service de quelque chose qui est renormé, parce qu'il y a une attente d'évaluation, parce qu'il y a une attente je pense au portfolio, hein, typiquement, tu vas construire la trame d'un portfolio en co-construction, en accompagnement, mais parce que ce portfolio est avec une visée certificative ou une visée, voilà. Donc là, on a un premier niveau de dilemme par rapport au degré de directivité. Mais si on est dans de la formation, elle institue des objectifs qui sont extérieurs à l'apprenant, puisqu'elle dit le curriculum, c'est celui-là. Et en gros, à partir du moment où tu es volontaire, tu as choisi d'être là. Eh bien, marche ou crève. Et donc, mon degré de directivité peut être très haut, comme il peut être très excluant. C'est-à-dire de dire ceux qui ne sont pas joueurs, vos besoins, je m'en fous.
Moi, mon programme, il est là. Et donc, en fait, je trouve que c'est une sorte de continuum dans lequel tu vas faire bouger le projet de chacun ou le projet de l'institution et tu vas jouer, toi, avec le degré de directivité que tu vas avoir. Et la complexité, me semble, et c'est là où elle est complexe, c'est que chaque étage de ce curseur qui bouge, c'est un dilemme professionnel. Et ce dilemme professionnel, il est lié, à mon avis, à 3 dimensions. Ce que j'appellerais la loyauté institutionnelle, c'est-à-dire je suis formateur dans une institution, je dois faire le programme. Le deuxième, c'est la prise en compte des intérêts de chacun, intérêt du prof, intérêt de l'étudiant. Et la troisième, c'est l'intérêt du collectif. C'est ce qui fait qu'un enseignant, par exemple, en lycée, on entend souvent ça, ben, j'avance parce qu'il faut que le groupe avance. Et tant pis pour ceux qui traînent. Et tant pis pour ceux qui vont trop vite. C'est-à-dire que l'intérêt du collectif passe avant les intérêts de chacun. Et là, la vraie complexité, à mon sens, c'est qu'il n'y a pas, et c'est là où on rentre vraiment dans une complexité, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Il y a une dialogie avec le chacun et le tous. Il y a une dialogie entre l'individuel et l'institué. Et donc, ces deux facettes qui pourraient paraître contradictoires créent un espace de dilemme dans lequel l'acteur a une obligation d'action, c'est-à-dire choisir. Mais pas choisir ce qui est bien, choisir ce qui, in situ, devient pour lui, en fonction du paramétrage de tous ses objectifs et enjeux, ce qui est mieux. Et ça détermine pour moi non pas une morale professionnelle, mais une éthique professionnelle. Donc voilà le cadre. Et là, bien sûr, pour moi, la question d'éthique renvoie à la question complexe et non pas du compliqué. Et dans tout ça, l'enseignant, il est tout seul, très souvent, pour faire ses arbitrages. Bah, la question de l'individu et du collectif se reporte aussi à son stade, hein, dans l'institution. Qu'est-ce qui fait individu, qu'est-ce qui fait collectif, quoi? Et comment on est dans des collectifs réassurants, comment on est dans de la co-construction, comment on est dans le co-accompagnement. Et là-dessus, les institutions sont en général pas hyper fortes, quoi.